Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le 3e épisode de Il faut s'y faire, il faut s'y faire, le seul podcast cinéma où ce sont des passionnés qui parlent et non pas des putains d'experts. Alors, rajoute des putains. à chaque fois un nouveau mot, c'est à rajouter. Alors, autour de cette table, vous l'avez entendu, notre cher ami Vincent Formica. Bonjour à tous. In the place. Pour un épisode un peu spécial, c'est pour ça qu'on est un peu fou, un peu excité. Un épisode où nous allons zoomer comme ça sur la carrière de deux cinéastes qui nous paraissent très importants et qui sont David Fincher et Xavier Dolan pour la sortie de Gone Girl et de Mommy, qui sortent le même jour. Donc ils sortent ce mercredi, mercredi 8, et qui durent tous les deux plus de 2 heures. Je dois avouer avant tout commencer que autant Mommy je peux comprendre, je suis un peu circonspect sur la durée du Fincher, c'est 2h28 sur une jeune femme qui disparaît, Ben Affleck comme ça un peu en furtif. Je dois avouer que de toute façon Fincher il fait toujours des films de plus de 2 heures, donc là c'est pas dépaysant, mais c'est pas le seul en ce moment qui fait des films de plus de 2 heures. Là il y a beaucoup de films qui sortent, qui font carrément toujours plus de 2 heures à chaque fois. On se demande, il faut trouver le temps maintenant pour aller voir ces films. Pour se poser. Il y a beaucoup de, il y a eu, entre Winter Sleep, même les Gardiens de la Galaxie qui fait 2 heures. Oui, qui était blockbuster de 2 heures. Le sujet du jour, qui est Dolan et Fincher, qui sont, disons-le tout net, les meilleurs cinéastes du XXIe siècle. Peut-être les seuls. Cher Vincent, en tout cas, ceux qui font des films bien couillus quand même. Par qui est-ce qu'on commence ? Par Fincher. Fincher. Ouais. Allez, le F avant le D. Voilà. Les mecs sont tout à fait compréhensibles. Gentlemen, welcome to Fight Club. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Who knows about this? Just since the beginning of the conversation about Finals Club, I think I may have missed a birthday. Happy birthday, Nikki. Well, we'll be checking in on that. How could he know that? Everything all right? Is that supposed to be funny? We're ranking girls. Who do you think you are? Who's that? I found it now, sir. Just because you can't prove it doesn't mean it's not true. What does he do? You can see me. You're looking for me. Who am I speaking with? This is the Zodiac speaking. Le F avant le Non, D. c'est juste parce que je suis jaloux que vous avez Dolan. On reviendra sur ça, sur la jalousie des gens. Alors Vincent, peut-être peut-être assez rapidement, on pourrait présenter Fincher. Comment, dans un premier temps, son parcours, mettons, avant d'aller sur son style. Disons que Fincher a commencé avec un film qui est pas du tout. On peut se dire que ce film n'est vraiment pas fait pour lui, c'est Alien 3. Et moi j'ai beaucoup aimé ce film parce je pense qu'il a posé les jalons justement de toute sa filmographie. Et il faudrait vraiment le revoir pour le réévaluer, tu crois ? Pour le réévaluer, parce que il y a beaucoup de choses qui sont très fincheriennes dans ce film. Une espèce d'ambiance toujours oppressante. La créature qui est justement montrée de façon très sporadique, et il tranche vraiment nettement avec James Cameron qui a fait le 2 juste avant, et non, c'est très fincherien justement. Il faudrait qu'on aille plus loin sur Alien 3 par rapport au vu de tout le reste de la filmographie de Fincher. Et juste peut-être pour avant Alien 3, peut-être le rapport avec ce film qui peut paraître étrange dans la filmographie de Fincher, c'est qu'il travaillait pour une société d'effets spéciaux avant de faire du cinéma, si je me trompe pas. Il faisait de la pub et il faisait un peu d'effets spéciaux, Fincher. Donc en fait, ce qui est peut-être intéressant avec ce premier film et avec son parcours avant d'être cinéaste, c'est qu'en fait Fincher c'est vraiment un mec de la technique, quoi. Je pense que ça se ressent. Un peu comme Nolan. Un peu comme Nolan, en tout cas, c'est un peu vraiment comme Nolan, c'est-à-dire des mecs. Nolan, il a vraiment fait des études de cinéma, mais des mecs qui s'intéressent aussi à la technique. Là, je parle vraiment en termes de caméra, en termes de choix de caméra, en termes de. On reviendra après, parce que
voilà, Fincher, il y a des choses très intéressantes sur ça, mais voilà, je pense que le rapport entre le début de sa vie professionnelle, qui est Alien 3, et la fin de quand il était étudiant et tout, c'est qu'il a fait un petit peu, voilà, il a fait des choses sur ordinateur, un peu de publicité, et donc il y a ce côté un peu, tu vois, un parcours un peu atypique, quoi, j'avais l'impression, quoi, un peu au début de sa carrière. Mais Alien 3, c'est vrai, à réévaluer, on reste vraiment sur celui de Ridley Scott, mais celui-là dit beaucoup de choses, je pense, sur Fincher. Dans les années 90, la grande période de Fincher, c'est quand même la période Seven. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même la période The Game, la période thriller, hein, quand même. Oui, enfin thriller, un peu ces espèces de films où il y a souvent une enquête, un peu à ambiance. Alors voilà, on a donc Seven en 95, The Game en 97. The Game qui est un film que tu affectionnes, cher Vincent. Ouais, The Game j'aime beaucoup. On peut dire que The Game est vraiment le premier film où il commence un peu à étudier toute cette partie enquête et faux semblants qui jalonnera tout son cinéma à partir de là. Et il y a vraiment à partir de là une ambiance à la fois esthétique et narrative qui va continuer comme ça jusqu'à devenir jusqu'à son apogée, je pense, avec Zodiac. Et plus qu'avec Seven, je trouve qu'il a vraiment réussi à trouver une espèce d'esthétique très sombre. Et j'associe vraiment ce film avec le personnage de Michael Douglas qui est qui est d'un cynisme absolu, je pense encore plus cynique que tous les autres personnages de la filmographie de Fincher, et peut-être encore plus que le tueur de Seven. Mais oui, The Game, c'est vraiment un film que j'affectionne beaucoup. Okay. Et je sais pas si toi, comment tu te places. Alors, on aurait dû résumer la filmographie de Fincher, mais surtout, j'aurais peut-être dû regarder certains films. C'est absolument pas été fait. C'est-à-dire que le début de la carrière, moi, de Fincher, je le connais pas trop. C'est-à-dire que j'annonce là, sur les ondes, que Seven et The Game sont des films que je n'ai absolument pas vus. Et c'est pas à défaut d'avoir pu avoir l'occasion de voir Seven, mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui m'empêchait comme ça. Bah alors c'est bien, tu vas pouvoir le redécouvrir. Moi j'aimerais bien ne pas les avoir vus pour les redécouvrir. À l'aune de ce qui a été fait après dans la carrière de... Tu comprends beaucoup de choses, tu comprends vraiment pourquoi il a fait certaines... comment a évolué son esthétisme et sa narration. Je pense que tu vas t'amuser avec Seven et The Game. Mais là, c'est effectivement ce que je vais faire, du coup, pour vraiment faire une rétrospective entière de ces heures avec la sortie de Gone Girl. Est-ce que The Game, c'est le premier film de Fincher que tu as vu? Non, moi c'était Alien 3 que j'ai vu. C'était Alien 3, là, donc tu as vraiment vu presque dans l'ordre. Presque. C'était Alien 3 quand j'étais petit. Après, je l'ai revu quand j'étais plus grand. Pour mieux comprendre, parce qu'il m'avait un peu traumatisé quand j'étais petit. J'étais fan des aliens, j'avais 7-8 ans. Je regardais tous les... Et non, c'était Alien, donc, et puis j'ai suivi dans l'ordre. T'as suivi dans l'ordre, ouais. Donc Alien, Seven, The Game, Fight Club. Et pour ma part, le premier film que j'ai vu de Fincher, je crois que c'est Zodiac. Zodiac, donc, au cinéma. Et ça fait partie, moi en tout cas, d'un moment vraiment charnière, parce que avant ça j'étais peut-être plus dans le cinéma dit de divertissement, donc avec peu de qualité cinématographique, on va dire, c'est-à-dire The Grudge 2, quoi. Disons-le vraiment, je vais avoir la honte. The Grudge 2 avec Sarah Michelle Gellar, toutes ces choses un peu dont on a honte des années après. Et c'est vrai que Zodiac, je dois avouer que ça a été un immense choc pour moi au cinéma. Je me souviens vraiment la séance et l'après-séance, c'est-à-dire de m'être dit, en fait, ok, le cinéma, c'est vraiment ça. Donc je connaissais pas grand-chose dans le 7e art, mais c'est vrai que Zodiac m'a vraiment retourné la tête. En fait, à vrai dire, encore aujourd'hui, je l'ai revu il y a pas longtemps, on en avait parlé, Vincent. C'est vraiment... c'est-à-dire que si pour moi il n'y avait pas Social Network, c'était le meilleur film de Fincher, quoi. Zodiac. Il y a vraiment tout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une enquête,
Et il y a toujours quand même, avec Fincher, j'ai l'impression un sentiment de mélancolie. Je sais pas comment tu te places par rapport à ça, mais j'ai l'impression que dans Fincher, c'est souvent des hommes, c'est rarement des héroïnes, qui essayent de faire des choses, souvent des grandes choses, mais qui n'y parviennent pas. Qui parviennent, mais lorsqu'ils parviennent à réaliser ce rêve ou à réaliser, sont toujours quand même un peu tristes, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté qui a l'antithèse totale des cinéastes américains, hormis peut-être Paul Thomas Anderson, je pense qu'il y a un sentiment de mélancolie là, mais c'est très rare, voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a vraiment ça, il y a vraiment une enquête à l'américaine, il y a des stars américaines, il y a cette mélancolie qui vient se poser, qui est pas quelque chose qu'on voit forcément dans les films. Non, c'est vrai, cette mélancolie, c'est vraiment ce qui un peu caractérise aussi ces films, parce que on t'a pas vu Seven et The Game, mais il y a vraiment beaucoup de ça, et surtout par rapport à son rapport à la société. Et il est très, je pense qu'il est très conscient de tous les soucis que notre société moderne, voilà, tous les soucis qu'a notre société moderne, entre la société de consommation et toute cette espèce de cynisme ambiant qu'on voit beaucoup dans Fight Club, que le personnage de Brad Pitt, Tyler Durden, arrive à faire prendre conscience à toutes les personnes qu'il rencontre que voilà, on est des espèces d'esclaves d'une société qui cherche juste à nous presser, quoi. Et je pense que Fincher a vraiment conscience de ça, que ça lui pose vraiment un problème, et que c'est cette espèce de conscience morbide de la société qui le pousse à faire ce genre de film. J'ai l'impression que dans Gone Girl, il y a cet aspect-là. En tout cas, la campagne publicitaire autour du film, c'était vraiment les médias, donc ces espèces de faux chaînes télévisées, qui s'emparaient de cette affaire de crime, est-ce que celui-là est coupable ou pas, et qui plaçaient ce fait divers-là au même rang qu'une télé-réalité. Et là, je pense que j'avais jamais vu ça, mais c'est tout à fait vrai. Je pense que dans chaque film, avec peut-être l'exception de Benjamin Button, je pense, mais il y a toujours quand même une critique des États-Unis, de la société américaine, de ses dérives, qui apparaît toujours en filigrane, dans ces films. Et Gone Girl, je sens la campagne publicité, c'était vraiment ça. C'était tu allais sur le site et tu pouvais allumer une télé, il y avait Ben Affleck qui passait, t'avais ces affiches qui étaient très, tu vois, vraiment. Et c'est en résonance avec Zodiac aussi, avec les médias, le fait que le tueur joue un peu comme ça avec tous les médias, que ce soit les médias qui font grandir cette espèce d'aura qui orchestre un peu. C'est vrai. Mais comme du coup Zodiac se passe peut-être des années auparavant, ça m'avait moins sauté les yeux. Alors que là, on a vraiment l'impression que si on allumait iTélé, par exemple, on pouvait voir un mec qui était là, un Bernard, qui était Bernard, qui a tué votre femme, qu'est-ce que c'est? T'avais vraiment, si tu veux, ce truc-là, même à notre époque. Mais c'est vrai que dans Zodiac, c'était en prémisse. Alors, on parlait là à l'instant de Benjamin Button, disant que c'était un peu l'exception. Je trouve qu'entre tous ces films à Fincher, et j'en suis tellement triste, je me réveille des fois chaque matin en me disant mais pourquoi Benjamin Button est le plus sous-estimé. Je n'arrive pas à comprendre, et Fight Club le plus surestimé, je trouve. J'arrive pas trop à comprendre ni le premier cas, Fight Club surestimé, et ni le second cas, Benjamin Button sous-estimé. Est-ce que, je sais pas, dans ce sentiment-là. C'est peut-être le Brad Pitt numérisé qui fait peur aux gens. tu as vu Benjamin Button, Vincent? Moi, faut m'expliquer. C'est-à-dire, je peux pas comprendre comment un film aussi beau ait pu être snobé aux Oscars, ce qui était pour moi un sentiment, d'injustice. Je me souviens que je m'étais coiffé d'une crête après même à l'âge de, je sais plus, c'était en 2008, donc à l'âge de 16 ans. Je peux pas comprendre. Je trouve que ce film est vraiment d'une beauté, et j'ai du mal à comprendre comment celui-là, voilà, on en parle le moins. C'est marrant là, le parallèle entre Fight Club et Benjamin Button. C'est vrai que Fight Club a une espèce il est devenu un peu comme une espèce de le Scarface des temps modernes, comme si justement c'était devenu un peu le Scarface des temps modernes dans la mesure où il y a une espèce comme ça d'élévation du personnage de Brad Pitt en dieu vivant. Et ce film comme si c'était une espèce de pamphlet incroyable, alors que justement rien que le fait que Brad Pitt
et fait beaucoup de pubs après, contredit totalement le message du film. Mais c'est très marrant ça. C'est Ouais. l'aspect un peu, Ouais. c'est l'aspect schizophrénique. C'est ça. Presque de Brad Pitt. C'est rigolo parce qu'en Ouais. fait, t'as l'impression que le film combat parce que qu'on est trahi justement par ce film-là, parce qu'il combat des choses qu'ensuite voilà, il cautionne. C'est ça qui me dérange un peu, même si j'aime beaucoup le message anti-consumériste du film. Ça reste quand même un gros produit marketing. Et Benjamin Button, c'est vraiment très différent. Je pense que le sujet a fait peur aux gens. Et a fait peur aussi donc à tout le système hollywoodien qui, à mon avis, ne voulait pas de ce sujet-là. Ouais. Qui était peut-être trop morbide, trop... je sais pas trop comment dire, parce que il y avait ce gros sujet de comme une espèce de temps inversé, là, le personnage qui devient vieux, qui naît vieux et qui finit... Voilà, c'est l'adaptation d'une nouvelle très courte de Francis Scott Fitzgerald, et qui raconte en gros, effectivement, donc c'est un homme qui naît vieux, donc qui a voilà, comment dire, l'apparence d'un vieillard, et qui plus les années passent, plus rajeunit, pour finir, attention, gros spoiler, par devenir un bébé. Alors, il fait totalement l'inverse il fait totalement l'inverse d'une vie normale. Et ce qui est donc déchirant, c'est forcément quand il y a une histoire d'amour, c'est une femme interprétée par l'immense Cate Blanchett, ça fait forcément une histoire d'amour un peu désaccordée. Et moi je te dirais, Vincent, que je trouve plus subversif de raconter une histoire d'amour comme celle-là que de raconter ce qui se passe dans Fight Club. Après, sur la société, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que cette histoire d'amour complètement déglinguée, avec des espèces de deux sex symboles, c'est-à-dire Brad Pitt, Cate Blanchett, et de dire, ok, la moitié du film, Brad Pitt sera complètement dégueulasse, sera petit, chauve, avec des lunettes, il parlera comme ça, et je trouve ça, moi, 1000 fois plus subversif que Fight Club. Alors après, mon autre problème avec Fight Club, c'est la reprise par la culture pop, voilà. par la pop culture, qui, moi, est quelque chose que c'est ce qui a été fait avec Scarface aussi, c'est pour ça que... Exactement. Les graffitis, les graffitis, je sais, il y a au bout d'un moment, bon, voilà, reprenons dans la culture pop, je sais pas moi, Mr. Arcadine, ou essayons de faire des trucs un peu marrants, tu vois, mais ça, c'est le savon, toutes ces images, il y a un truc qui, moi, forcément fait que, et c'est là totalement subjectif, c'est que je vais être loin du film. Mais je trouve quand même malgré tout, en dehors de comparer ces deux films, que Benjamin Button est quand même, voilà, un peu le mal-aimé de la filmographie de Fincher. J'espère que certains auditeurs pensent le contraire et voilà, sont tout à fait fans de ce film, mais on en parle souvent moins de ce film-là. Je pense pas moins mal aimé que Alien 3. Pas moins mal aimé qu'Alien 3, c'est vrai. Surtout qu'il est... J'ai lu et entendu beaucoup de choses c'est vrai. Très contradictoires et très méchantes sur Alien 3. C'est vrai. Pour si on reste un peu sur Benjamin Button, qui nous, justement, tu parlais du fait qu'Hollywood ne voulait pas cette histoire, mais aussi que ce soit sur un plan scénaristique, mais sur aussi un plan technique. On peut peut-être un peu parler justement de l'approche technique que Fincher a vraiment du médium du cinéma, qui est vraiment une place assez à part dans le cinéma américain. Il faut savoir par exemple que Fincher, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, là j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça, en tout cas était l'un des premiers cinéastes à filmer avec la RED, donc à embrasser le virage du numérique avec joie. Je pense que c'est vraiment avec Social Network qu'il a commencé. Depuis Social Network, je sais que tous ses films sont numériques, sont filmés à la RED. Et il a toujours essayé, c'est ce que racontait son monteur dans le making of de Social Network, essayer d'innover dans la manière de tourner les films. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on entend peu. C'est-à-dire que c'est vraiment Fincher, un cinéaste technicien. Voilà, donc il va... C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de Nolan, moi je le rapprocherais plus là du coup de Cameron, de James Cameron, dans son côté innovateur, parce que c'est vrai que ces films sont toujours empreints, je pense, d'une grande... Il cherche vraiment, il propose vraiment des grosses idées de cinéma, par exemple, rien que dans ses génériques, qui sont toujours très stylisés. Je pense à Panic Room, qui est magnifique. Panic Room, qui est, par exemple, voilà, là techniquement, Panic Room, donc, qui raconte l'histoire de une mère et sa fille qui sont séquestrées, enfin qui sont... Alors,
non, Oui, séquestrés dans leur propre demeure. voilà, qui s'enferment dans leur propre appartement pour ne pas être attaqués par Forest Whitaker. Forest Whitaker qui a une promotion qui est devenu The Butler, donc un gentil. Mais avant, Forest Whitaker avait des rôles quand même un peu de un mec, on savait pas trop, l'œil était un peu chelou, on sait pas trop le mettre. Donc voilà, rôle un peu méchant. Jared Leto aussi qui était méchant. Jared Leto qui était méchant aussi dedans. Et donc Panic Room, c'est ce film aussi, voilà, bon, qui est quand même décrié parce qu'on a beaucoup dit que c'était un gadget, que c'était pas un vrai film. Avec ces espèces de séquences entièrement numériques où on passe à l'intérieur des tuyaux, où on va dans l'évier, on va dans ce que tu veux, on voit des systèmes de portes, on sait pas où on est, qu'est-ce donc que cela, on est complètement baladé, et là, déjà, techniquement, on est en 2002. Là. Oui, il a inventé des mouvements de caméra très sophistiqués, avec l'utilisation du numérique vraiment différente de ce qu'on avait pu voir jusque-là, où c'était un peu, ça commençait déjà un peu à être la surenchère d'effets spéciaux jusqu'à cet apogée de nos jours où les fonds verts se multiplient. Oui, il y a plus de films avec des fonds verts qu'avec des fonds réels. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, pour Zodiac, pour un film comme Zodiac, si vous avez l'édition collector, il y a des scènes où on voit très clairement où les acteurs sont devant des fonds verts, mais ça arrive très peu. Et pourtant, c'est un film qui se passe dans les années 70. Voilà, enfin, ça aurait pu tout à fait être entièrement tourné avec ça parce que c'est très dur de reconstituer. Fincher a dit fuck off, on va faire certaines scènes qui sont compliquées, mais des rues à San Francisco sont des vraies rues qui ont vraiment été recréées ou en studio ou en extérieur. Peut-être qu'il aurait dû faire Gatsby alors, la place de Baz Luhrmann. Est-ce qu'on doit vraiment reparler de ça, cher Vincent? Est-ce qu'on doit vraiment reparler de ça? Mais c'est vrai qu'il y a, on va digresser. Il y a vraiment maintenant cette surenchère de fond vert, alors que finalement, chez Fincher, il y a ces effets spéciaux, mais qui sont toujours utilisés aussi, je dirais, d'une manière intelligente. Social Network, vous avez, encore une fois, voilà, on parle pour les détenteurs de DVD ou de Blu-ray, pour ceux qui continuent à acheter, de bonus où Fincher décortique le générique de Social Network qui peut sembler d'une simplicité extrême, et en fait, un espèce de, un panoramique qui nous montre donc la fac où va Mark Zuckerberg, et qui est une succession de photogrammes, donc un faux panoramique, et qui, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation pour aller tourner, je sais plus quelle est la fac, mais ils n'ont pas eu l'autorisation, donc du coup, ça doit être d'Harvard. Et donc du coup, ils ont, ces photos d'Harvard la nuit, et on a cette caméra qui balaye comme ça le parcours de Jesse Eisenberg, et tout est faux. Et c'est incroyable, c'est-à-dire que si on vous le dit pas, vous le savez pas. Donc, je pense que Captain America, il n'y a pas un plan où il se dit « Oh putain, ça doit être vrai ce qui se passe là ». Donc, il y a toujours cette utilisation, et tu as raison sur Cameron, même si moi je suis un peu plus circonspect sur Cameron, mais c'est vrai qu'à une certaine période, je pense par exemple à Titanic, on va parler de Dolan après, donc autant citer Titanic maintenant, qui est son film préféré. Dans Titanic, il y a des effets spéciaux qui servent vraiment, de l'émotion, une histoire, quelque chose qui nous emporte. Je suis vraiment un peu plus circonspect sur Avatar et sur ce qu'il est en train de prendre comme virage maintenant, je dois te dire. Mais c'est vrai que dans Cameron, un autre cinéaste américain, il y a lui qui a toujours essayé, effectivement, vous savez, à l'époque de True Lies, d'innover, de trouver un langage particulier. Ouais, jusqu'à Terminator 2. Exactement. Il est arrivé à vraiment redéfinir le cinéma d'action et même le cinéma en général, parce qu'il a apporté des innovations incroyables. Maintenant, il s'amuse à aller faire des documentaires sous l'eau. C'est des spéciaux incroyables. C'est vrai. Donc voilà, Fincher à retenir, c'est cet aspect un peu de cinéaste technicien qui est intéressant de voir à chaque film se déployer. Pour terminer, voilà, avant Gone Girl, dans la carrière de Fincher, il se passe Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. J'aime beaucoup ce titre. Alors ça a été succès mitigé pour Fincher. Moi j'ai adoré, en tout cas. Parle-nous un peu de... Parce que... Est-ce que tu avais vu j'ai trouvé déjà la version... Non. Ouais, d'accord. J'ai toujours pas vu la version suédoise. Ouais. Mais j'ai trouvé ce film vraiment magnifique parce que il était encore une fois dans la même veine esthétique, très froid, très sombre. J'étais dedans directement, avec la neige et tout l'aspect enquête, encore une fois, que j'ai trouvé passionnante. Un peu comme Zodiac ou Seven. Là, il revenait vraiment dans cette espèce d'ambiance glauque, hyper glauque. C'est vrai. Après Benjamin Button et Social Network, qui étaient des films qui n'étaient pas du tout sur ces thèmes-là. Et il est revenu. D'ailleurs, j'avais vu un petit non pas un reportage, une interview de Fincher où il disait tous les hommes sont des pervers. Alors j'essaye un peu de leur donner ce qu'ils veulent.
Ouais, voilà, et j'ai trouvé ça marrant. Il dit, ouais, ah non, il dit, j'ai leur donné ce qu'ils veulent et c'est pour ça que je fais du cinéma. Ouais. Voilà, c'est pour, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ça résume vraiment tout parce que dans ce film-là, on a justement tout le côté enquête et tout le côté très pervers des hommes avec le personnage de, je crois que c'est Christopher Plummer qui joue le grand-père, un peu avide, qui tire les ficelles. Complètement horrible. Et Rooney Mara qui est un peu une espèce de marionnette un peu grotesque avec tout son maquillage et son look complètement barré et qui justement qui a des scènes exceptionnelles, notamment scène de viol très pour moi qui est justement au-delà de si on doit faire un classement des scènes de viol. Here we go. Ça serait la plus belle scène de viol. Allons-y. Toute l'histoire du cinéma, au-delà. Je sais que toi t'aimes beaucoup celle d'Irréversible. J'aime beaucoup. Bon, tout est relatif. Peut-être. Dans le sens, oui, si on essaye d'esthétiser les scènes. Je pense que là, il a vraiment réussi à montrer vraiment toute cette cruauté et cette, comment dire, tout le côté vraiment maladif et sale voilà, de cet acte immonde et c'est ça qui justement est exceptionnel dans ce cinéma là parce que il nous fait dire, il montre que justement on est tous les humains sont des pervers mais et qu'on n'a pas justement à avoir honte d'essayer d'exorciser nos démons en regardant des films qui justement ont des scènes de ce genre là incluses parce que voilà, ça c'est encore plus, je trouve, ça dénonce encore plus ce genre d'actes odieux, d'actes vraiment immondes, que n'importe quel acte de féministe, voilà, que n'importe quel acte féministe. Voilà, je pense qu'il faudrait montrer à Millennium toutes les associations pseudo-féministes pour leur montrer que justement le combat se situe aussi au cinéma. Je suis tout à fait, je peux pas ajouter grand chose. Tu soulevais le point où Fincher filmait des pervers ou moi je dirais en tout cas que Fincher filme à chaque fois des anti-héros, c'est-à-dire des personnes qu'on pense pendant 1 heure de film ne pas aimer et comme le film fait à peu près 2h30, bon au bout de la 2e heure, on se dit, ok, on va quand même y aller. Il y a toujours cette chose-là avec Fincher et qui apparaît dans son climax dans Social Network, qui est, à mon sens, c'est-à-dire pour moi le Citizen Kane. Je n'ai pas arrêté de dire ça pendant ma scolarité à Paris 3, à crier à corps et à cri à sang même parce que on est vraiment dans un film entièrement moderne. C'est très dur de faire quelque chose, de parler de son époque et de le faire d'une manière élégante. C'est très facile de faire quelque chose moderne de son époque en disant on est jeune donc on fait un truc. C'est très facile de faire Projet X. C'est plus compliqué de faire Social Network. Et vraiment avec Social Network on a vraiment peut-être le Citizen Kane, c'est-à-dire dans ce parallèle-là, Citizen Kane parlait de l'état de la presse à l'époque, en 1940, à la fin des années 30, parlait de beaucoup de choses de l'époque d'Orson Welles. Social Network parle peut-être de notre vie à nous, en prenant un anti-héros, comme le faisait Orson Welles, en prenant ce mania de la presse, complètement perdu dans la folie des grandeurs. Là, Fincher fait la même chose avec quelqu'un qui pourrait être comme nous parce qu'il est jeune, mais qui n'est pas comme nous parce qu'il crée ce réseau social qui va finir par exploser. C'est-à-dire qu'entre Zodiac et Social Network, mon cœur ne sait pas vers qui se tourner. Et anti-héros formidable, Mark Zuckerberg, parce que le plus antisocial on pourrait dire pour caricaturer, le plus antisocial des étudiants d'Harvard qui crée le plus grand réseau social mondial qui relie des milliards de personnes. Mais il y a toujours, c'est exceptionnel. Il y a ça aussi présent dans Zodiac, c'est-à-dire qui essaie de résoudre l'enquête de Zodiac, le cartooniste, donc un dessinateur, donc pas du tout la police, pas du tout un journaliste, le cartooniste.
Là, dans Social Network, on a, voilà, c'est tout à fait ça. Qui va Obsessionnel. travailler ça? Exactement. Des mecs toujours dans une obsession qui essayent de faire. Et j'aurais aussi le rapport, je suis vraiment, un jour il faudrait que j'écrive un livre là-dessus, le rapport entre Social Network et Citizen Kane, c'est que la base de tout pour Kane, c'est Rosebud. C'est c'est-à-dire cette espèce d'objet, cette espèce de souvenir d'enfance qu'il a. Le Rosebud de Mark Zuckerberg, Jesse Eisenberg, c'est cette fille qui ne l'aimera plus jamais. Je trouve cette idée déchirante. C'est-à-dire que, pour moi, cette dernière scène dans Social Network, cette fin, Ouais, la dernière scène. est tout bonnement incroyable, et pas seulement parce qu'il y a les Beatles dessus, mais parce que filmer un mec, cliquer sur F5 en séquence de fin, je trouve ça incroyable. Et c'est vraiment, il y a vraiment, je pense, des choses à corriger. Il voulait nous montrer, il voulait nous dire, voilà, j'ai créé Facebook pour ça. C'est exactement ça. Et c'est pas dit à la française, Ouais. c'est pas dit de manière complètement ridicule, c'est élégant, c'est-à-dire que ça, c'est Ouais. pas, on va pas te passer hello, on va pas te passer un truc, pas ce truc baby you're a rich man, quoi. OK, baby you're a rich man, mais t'es pas si riche que ça à l'intérieur. Et je trouve ça incroyable. Donc, Puis, oui, il tombe pas dans le panneau d'une espèce de bande originale hyper branchouille, surtout au début par exemple, où il y a cette espèce de son c'est lancinant vidéo incroyable, composé par Trent Reznor, qui est très lancinant, très douce et cinglante à la fois. Et alors qu'il pourrait montrer Harvard avec tous les étudiants, Ouais, machin. exactement. Un peu un truc à la Campus Movie. Et il a vraiment pris contre-pied et c'est magnifique. Exactement, on est dans l'antithèse de ça. C'est encore Trent Reznor qui fait la BO de Gone Girl, qui est encore une fois assez balèze. On est vraiment dans cette nappe de son. Il a fait ça de Millennium. C'est une collaboration assez intéressante entre Fincher et lui. Je sais que certains ont vu le film une semaine avant la sortie. On a mis un petit peu de, on a mis un peu de, Sur le voilà, on a commenté un peu ça sur notre Facebook. Parce que toi, tu avais vu des gens qui parlaient, qui disaient des choses. Ouais. Ah d'accord. Ça m'a énervé, alors voilà, il fallait que je dise un truc. En l'occurrence, un doigt. Voilà. Une photo de doigt. Hein by Martin Freeman. Une photo de doigt qui est toujours sur notre Facebook. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est chiant, quoi. C'est-à-dire que bon, l'émission s'appelle Il vaut s'y faire, selon dans le sujet. Respectons le spectateur, quoi. Respectons ceux qui n'auront pas la possibilité, n'auront pas la chance de voir des films en projection presse, en avant-première parce qu'ils sont en province. On peut parler des films, on peut donner envie aux gens, c'est important, mais ne donnons pas la fin avec un truc écrit spoiler, Mais même je dirais ne dites rien, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de narcissisme qui est surtout très inhérent aux journalistes d'ailleurs, et même à ceux qui se disent journalistes alors que voilà, ils ont juste eu des invitations pour ce genre d'événement alors que forcément ils ont peut-être pas la légitimité. Et je trouve ça très dommage parce que il y a beaucoup de personnes qui sont justement dans une optique plus passionnée et analytique envers Fincher, et qui aurait tout intérêt justement à découvrir ces films-là plutôt que d'autres. Disons-le tout net, c'est vraiment une espèce de maladie qu'on a qui est comme ça en ce moment et qui consiste à dire regardez-moi, j'ai vu ce film-là en avance, voilà, c'est trop cool. Je sais pas, t'as vu un film en avance, j'ai juste envie de dire tais-toi. Ouais. Tu publieras ta critique le jour de la sortie, mais tais-toi. Exactement. Voilà. Donc voilà, eh bien, écoutez, les experts ne viendront vraiment jamais dans cette émission. Nous en sommes désolés, ce sera vraiment que des passionnés et ils sont du même avis que Vincent et moi, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Voilà pour Fincher, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais. On va pas parler de House of Cards parce que c'est pas le cinéma, mais Bien intéressant. ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu rentrer, mais on fera peut-être un hors-série avec des spécialistes de Fincher, avec plaisir. Il y a énormément d'autres choses à dire. On a vraiment survolé. Passons maintenant à Xavier Dolan ou Xavier Dolan. Pour nous, ce sera Dolan. Tant pis. Mais au juste, qu'est-ce qui caractérise le cinéma si particulier de Xavier Dolan ? Eh bien, tout d'abord, un certain goût pour les confessions face caméra, en noir et blanc. Pour être le fils de n'importe qui.
ou en couleur. Je comme une épaisse. Une prédisposition également pour les conflits violents qu'ils se déroulent à la maison. Arrête de chanter quand t'es mal à l'aise! Au travail. Non, ta gueule! Ou au café. À part ça, Xavier Dolan développe un certain goût pour la citation littéraire, en exergue de ses films, et pas qu'une fois, ou en plein milieu de ses films, et pas qu'une fois, de la poésie qui s'écrit également sur les corps, et sur les murs, et de la poésie enfin que l'on récite. C'est qu'il y a de foncièrement insatisfaisant et de toujours raté, c'est que jamais tu ne me regardes, là d'où je te vois. Xavier Dolan, donc, qui sort Mommy, donc ce mercredi, en même temps que Fincher. Moi, je me demande qui va être premier au box-office sur un petit combat comme en F1. Je pense que ce sera Dolan, à mon avis. En tout cas, il est poussé de façon incroyable par le système, toute l'intelligentsia culturo-médiatique française pour ça, quoi. Il est poussé par tout le monde. Je comprends pas. C'est-à-dire que la seule couverture peut-être qu'il a pas fait, c'est peut-être celle de La Croix et de Femme Actuelle. Mais sinon, il est vraiment partout. Alors, bon, maintenant après, si on sort du contexte un peu, voilà, mondain et de la violente mania qui entoure un peu ce jeune cinéaste de 25 ans, il faut bien dire la vérité, dire que c'est un putain de cinéaste. Au bout d'un moment, on est obligé de voir la vérité nue, et la vérité quand elle apparaît sur l'écran. C'est-à-dire qu'un film de Dolan propose toujours une expérience, alors pas au même titre peut-être que The Tribe, mais propose toujours quand même une expérience de cinéma assez formidable. Moi, je commencerai juste en disant que ce garçon-là qui est proche de notre âge énerve, parce que finalement il fait peut-être le cinéma qu'on aimerait faire, en tout cas voilà, en train de tracer une voie vraiment intéressante dans ce qui se fait en ce moment. Donc, pour résumer un peu rapidement, Dolan, c'est maintenant du coup 5 films, je crois. J'ai tué ma mère, Les Amours imaginaires, Laurence Anyways, Tom à la ferme et donc le dernier né, Mommy, à un rythme incroyable, c'est-à-dire qu'on est à peu près sur le même rythme que Bob Dylan dans les années 60, Godin dans les années 60 ou Prince dans les années 80, c'est-à-dire c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans et qui font des œuvres qui restent en plus, qui sont importantes à peu près tous les ans. C'est-à-dire que Dylan dans les années 60, c'était un album soit tous les ans, soit tous les deux ans, enfin les années 60. Et puis après, ça c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est assez incroyable. Je pense. C'est vraiment un rythme de croisière vraiment puissant. Et pour des films qui à chaque fois méritent le détour, même si je dois avouer, sur Tom à la ferme, être extrêmement circonspect, mais là pour le coup même plus que circonspect, tant je pense que là, peut-être que Dolan nous écoute, mais là j'avais vraiment le sentiment que c'était bâclé, quoi. C'est-à-dire qu'au sein de la mise en scène, alors il a essayé de faire quelque chose de différent, on a quelque chose qui est pas totalement fini, j'ai l'impression, avec Tom à la ferme, qui aurait pu donner quelque chose de tout à fait bien, mais je veux dire, il nous avait pas habitués à ça, quoi. Et donc je suis un peu plus sceptique sur Tom à la ferme. Pour moi, il y a vraiment ce film-là est un peu à côté. Enfin, quel film est rentré dans la galaxie moi, je vais un peu dissonner parce que j'étais très très réticent à regarder Xavier Dolan. Et j'ai juste vu un film de Xavier Dolan, en fait. Donc ça va être très rapide. Mais il y a de quoi dire parce que c'était Laurence Anyways, et donc c'était un peu commencé par du lourd. Commencé par du très lourd. Ouais. Et j'y suis allé avec des gros a priori. Je me disais voilà, j'ai vraiment l'impression d'aller voir un film d'un mec prétentieux qui va nous faire des choses sans intérêt, en l'enrobant d'une espèce de fausse virtuosité. Et je me suis retrouvé devant vraiment un film très poétique et très pudique aussi, parce qu'il parle d'une chose un peu compliquée qui est la transsexualité, etc. Très pudique, très drôle aussi, extrêmement poétique, parce que moi je me souviens toujours de cette scène où il y a la petite amie de Laurence qui
reçoit une de ses lettres et et Dolan fait une espèce de grosse métaphore en lui faisant renverser des litres d'eau voilà, qui viennent de nulle part, une espèce de grosse image mentale comme ça. C'est ça. Voilà, une grosse douche froide. Imagé, quoi. Voilà, imagé. Complètement imagé. Et j'ai trouvé ça tellement, une idée tellement folle que je me suis dit, ouais, vraiment, Dolan est vraiment un cinéaste qui a une vraie vision et qui a des choses à dire et qui a un univers à explorer. Après, je vais voir ses autres films pour vraiment me faire une vraie idée. Mais j'ai peur que après l'étude qu'il est en train de faire sur des personnages de femmes notamment, j'ai peur qu'il ait plus grand chose à dire. J'ai très peur qu'après Mommy, ça devienne, il y a un peu, qu'il y ait un peu le soufflet qui retombe. On sait déjà que son prochain film se fera avec Jessica Chastain, ce sera un film américain, et que ce sera un film apparemment sur le show business. Voilà, c'est un peu vague, il y a des infos qui tombent. Là, j'ai l'impression que peut-être, moi, de ce que j'en lis et quand on en parle comme ça, il pourrait se retrouver à la Paul Thomas dans Boogie Nights, avec un film comme ça, sur le show business, montré d'une certaine manière. Je suis pas fou, hein, voilà, mais je me dis qu'il y a peut-être possibilité pour qu'il fasse peut-être quelque chose qui sorte un peu d'une zone de confort, peut-être qui propose quelque chose de différent. Laurence Anyways, donc, qui est effectivement, pour l'instant, à ce jour, vu qu'on n'a pas encore découvert son dernier film, le plus grand film de Dolan, mais même, je pense, un grand film tout court, c'est-à-dire après, même sans mettre de nom dessus, c'est un film incroyable qui pour moi, fonctionne comme presque un manifeste pour les jeunes cinéastes à venir, ou même pour les cinéastes maintenant qui font du cinéma. Ayez de l'audace, essayons, quand on filme des choses, essayons de proposer une nouvelle manière de voir, réinventons le regard. Il y a vraiment toujours dans ces trois films, mais vraiment dans Laurence Anyways, dans beaucoup de scènes, une façon de filmer qui est vraiment incroyable, quoi. Qui est effectivement tout à fait poétique. C'était déjà le cas dans J'ai tué ma mère et dans Les Amours imaginaires. Il y avait cette poésie, il y avait des moments musicaux, il y avait ces séquences très mises en scène, très belles. Il y avait ces choses qui apparaissaient déjà en filigrane. Maintenant, avec Laurence Anyways, qui est plus long, qui est peut-être plus ambitieux, qui était un projet, plus. On a vraiment là un vrai film de poète, de peintre, de dialoguiste aussi. Il faut travailler avec les acteurs. C'est incroyable la façon dont les acteurs sont habités. C'est très rare d'avoir ça dans le cinéma, je trouve. Et là, je suis très surpris qu'avec son jeune âge, il ait réussi à obtenir de telles performances avec les acteurs. C'est hallucinant. Il y a vraiment à chaque fois des performances sublimes, quoi. Souvent avec donc Suzanne Clément, qui rejoue là dans ce film-là et qui était donc dans Laurence Anyways, et avec Anne Dorval, là, qui fait son retour dans Mommy, qui était qui était dans J'ai tué ma mère, qui est incroyable. C'est-à-dire que Anne Dorval, on la connaît par des rediffusions sur TV5 Monde de Le cœur a ses raisons, qui est une sitcom québécoise, très marrant pour nous, parce que l'accent est marrant du Québec, très beau, mais on est totalement aux antipodes de ce que cette actrice a pu fournir dans ces films-là. Et ce qui fait dire qu'effectivement un film et une performance d'acteur, c'est un grand réalisateur derrière. Évidemment, qu'importe qu'il dirige ou pas. Woody Allen ne dirige pas ses acteurs, il y a de grandes performances dedans. Dolan dit qu'il dirige extrêmement, de manière très précise. Et voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se contenter de filmer, de se dire, ok, whatever works. Il faut quand même pousser. Et Dolan, à chaque fois, il y a vraiment eu ça à chaque fois. C'est vraiment, voilà, pour moi, dans ces films, il y a vraiment ce sentiment de ce qu'est vraiment le cinéma, c'est-à-dire de vraiment réussir à mettre en scène et à vraiment utiliser une caméra. On est à l'inverse du naturalisme qui est en train
vraiment flingué énormément de cinématographie de par le monde, mais notamment celle française. C'est-à-dire que, voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut, il faut être un peu calme, quoi. Il faut proposer un 50-50, mais on peut. Voilà, je trouve que Dolan, après, c'est difficile parce que du coup, moi, à travers lui, je parle peut-être de questionnements qui moi me traversent, mais propose vraiment un cinéma vivant, éclatant, sans barrière. Il peut y avoir de très longs plans séquences de dialogues, de disputes, et après une séquence clippée, et après un tableau. On s'en fout, quoi. C'est-à-dire que tout fonctionne à partir du moment où c'est bien fait, c'est fait avec un œil certain, et à partir du moment où, voilà, avec le montage, ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que Dolan nous dit un peu à ceux qui voudraient faire du cinéma de l'audace, quoi. C'est pour ça que pour moi, je ne perçois pas ce côté effectivement pédant ou ce côté un peu prétentieux, même si là, la dernière bande-annonce avec ce discours, voilà, inséré à l'intérieur de la bande-annonce du film me paraît un peu très étrange et fait penser à une pub Nike. D'ailleurs, il y a des remontages de cette bande-annonce, mais c'est comme si en fait Dolan vendait une basket Nike. Donc c'est un peu étrange d'avoir fait ça. Pour moi, c'est un peu le discours de l'idéologie dominante. Voilà, croyez en vos rêves et tout va fonctionner. On sait très bien que c'est pas comme ça. Il faut qu'ils arrêtent maintenant de nous bassiner avec ce genre de messages qui sont complètement, voilà, qui ont vraiment trop galvaudé maintenant. On peut plus croire à ça. Effectivement, j'avoue que ça. Si Dolan n'était pas sponsorisé par des grands groupes, il serait pas là où il est. Et voilà, il faut le dire. Dolan ne s'est pas fait tout seul. Et donc, voilà, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Mais je te dirais, moi, que à travers ce discours. Oui, ça n'entache en rien son talent exceptionnel. Mais plus que son discours, je pense qu'il dit en fait la même chose que son discours, en tout cas, donc pas la partie sur Jane Campion évidemment, mais la partie sur l'espoir, il dit la même chose dans ses films. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, comme il est fougueux, comme il a envie de parler et comme il a envie de mettre une empreinte, il dit en mots, mais il dit en mots ce qu'il y a déjà dans ses films. Ce qu'il y a en germe dans ses films, c'est effectivement rêvons en couleur, comme il dit, c'est une expression québécoise. Et du coup, par cela même, de vraiment faire des films qui sont en couleur. Parce que ce que je reprocherais au naturalisme, c'est que ça a beau être des films en couleur, mais qui finalement sont noirs et blancs. C'est-à-dire sont très neutres. Enfin, ils ne proposent pas un éventail de choses. Et en ce sens-là, on est presque revenu à un noir et blanc qu'il pouvait y avoir à l'époque de Gabin ou quoi. Le cinéma de Dolan, mais comme d'autres, n'est pas du tout le seul à le faire, propose vraiment un éventail comme ça, un arc-en-ciel de couleurs, quelque chose qui... On sort de Laurence Anyouès complètement. Quand on le voit au cinéma, quand on le voit avec ce format, quand on le voit avec ces moments musicaux qui sont extrêmement forts, c'est-à-dire qu'il y a aussi une manière de mixer la musique dans ces films, en tout cas même dans Les Amours imaginaires, qui est extrêmement puissante. On sort de là, on a quand même vraiment les jambes un peu comme des flambis, parce qu'on a été pris par quelque chose. Je suis pas sûr que Lulu Femme Nue, on sort comme ça. Et il faut vraiment peut-être repenser un petit peu à la manière de donner corps et donner envie aux gens de peut-être aimer la vie à travers le cinéma. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose que Dolan arrive à faire. Je pense que c'est pour ça qu'il est autant aimé. On peut le rapprocher de Fincher par le fait qu'il filme des gens qui ne sont pas des héros. Je pense que à chaque fois, on a ces personnages qui sont un peu des marginaux. C'est totalement le cas dans Laurence Anyouès, par exemple, mais qui en tout cas, voilà, ne sont pas à l'image de ces héros. Mais comme Fincher, il les filme avec respect, il les filme en essayant de les mettre au mieux en scène, et c'est aussi l'une des forces, je pense, de ces films et d'un rapport qu'on pourrait tisser, et d'un lien qu'on pourrait tisser avec Fincher. Donc s'il y a 2 films à voir cette semaine, c'est Gone Girl et Mummy. Ça semble être quand même les incontournables, les grands incontournables de ce mercredi. On espère que ça vous a donné envie, en tout cas, de découvrir ces 2 films événements de plus de 2 heures, donc il faut avoir un peu le temps. Mais il ne faut pas du tout avoir peur parce que vous serez entre 2 bonnes mains avec David Fincher et Xavier Dolan. Voilà, merci à tous. Merci et au revoir. À plus.